Bonjour à tous, je me présente, Brice Chevaux. Je suis responsable d'opération au sein du service d'archéologie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Dans cette conférence, je vais vous parler de la fouille d'un site en contexte préventif avec l'exemple concret du chantier d'Aise. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est l'archéologie préventive afin que vous compreniez mieux ce qu'est notre métier. Puis dans un second temps, nous allons voir ensemble les différentes découvertes que nous avons réalisées lors de cette fouille. Je tiens à vous préciser que ce chantier est toujours en cours. Nous sommes actuellement en pause et nous espérons reprendre prochainement. Alors qu'est-ce que l'archéologie préventive? C'est une discipline qui a pour objectif d'assurer la détection et l'analyse scientifique des vestiges pouvant être détruits par des travaux liés à l'aménagement du territoire. Les archéologues du service d'archéologie de Nice-Côte d'Azur interviennent ainsi sur décision de l'État pour sauvegarder le patrimoine archéologique métropolitain. Chaque année, sur le territoire métropolitain, des centaines de kilomètres carrés sont touchés par des travaux d'aménagement du territoire. Des vestiges archéologiques sont ainsi menacés. Mais depuis 2001, la loi sur l'archéologie préventive prévoit l'intervention des archéologues en préalable au chantier d'aménagement. Donc, dans un premier temps, un diagnostic est réalisé sur l'emprise du projet afin d'évaluer le potentiel archéologique du secteur. Si le diagnostic se révèle positif, une fouille est ensuite prescrite par le service régional de l'archéologie. L'aménagement du territoire ne se fait donc plus au détriment des vestiges du passé, mais permet au contraire leur étude approfondie. L'archéologie préventive permet ainsi de connaître les territoires et les sociétés passées à travers les signes conservés par le sol. Le chantier qui nous concerne ici est situé sur la commune d'Aise, au pied du vieux village, sur la place du Général de Gaulle. Donc vous pouvez le voir matérialisé sur les deux cartes par une petite étoile rouge. Le projet d'aménagement qui a motivé la fouille est la construction d'un parking souterrain sur une surface de 2200 m² et sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc l'ensemble de la surface du projet est soumise à la prescription archéologique. Une équipe de 6 archéologues fouille ainsi le site pendant 3 mois. Il faut savoir qu'un diagnostic a été réalisé il y a de ça quelques mois et qui a permis de mettre au jour une occupation romaine. C'est ce diagnostic qui a ainsi mené à la prescription de la fouille archéologique. Il faut savoir que l'intégralité de cette fouille est réalisée en coactivité avec l'équipe de BTP qui effectue les travaux inhérents à la réalisation du parking souterrain. Ainsi, sur toute la surface et l'emprise du chantier que vous pouvez voir en photo ici à droite, des pelles mécaniques et des camions, ainsi que les archéologues et les acteurs du BTP, interagissent ensemble pour réaliser cette fouille archéologique. Donc au moyen de pelles mécaniques, nous dégageons ainsi les déblais et les remblais supérieurs, puis ensuite, manuellement, nous dégageons et nettoyons tous les vestiges archéologiques. Nous allons donc voir ensuite les différentes découvertes que nous avons faites qui font du site d'Aise un site romain exceptionnel au sein des Alpes-Maritimes. Donc comme je vous l'évoquais, le site d'Aise est un site romain exceptionnel. Grâce à ce cliché aérien, vous pouvez voir donc un bassin monumental en pierre ainsi qu'un grand bâtiment rectangulaire qui ont été mis en jour et qui font le caractère exceptionnel de ce gisement. Et au total, nous avons mis au jour plus d'une centaine de vestiges archéologiques. Donc ce bassin monumental constitue un des éléments majeurs de ce site. Il fait 15 mètres de long pour 12 mètres de large et fait environ 1,50 m de profondeur. Il est constitué de pierres calcaires monolithiques dont certaines pèsent plusieurs centaines de kilos. Ces pierres proviennent probablement d'autres bâtiments.
Donc à travers ces clichés, vous pouvez voir un peu plus en détail ce bassin. Donc en bas à gauche, vous avez la dizaine de marches de pierre calcaire. Donc ce sont des dalles calcaires superposées qui permettent l'accès au bassin. Et sur le cliché de droite, vous avez une vue d'ensemble du bassin avec en bas, matérialisé par une flèche rouge, un fossé qui permettait l'évacuation des eaux. Cet ouvrage était rempli de plusieurs couches vaseuses superposées qui contenaient plus de 2000 fragments de céramique que nous avons collectés. Ce bassin, nous avons pu le vider mécaniquement grâce à une pelle que vous voyez ici. Et sur les clichés de gauche, vous pouvez voir le caractère très sombre des couches qui comblaient ce bassin et qui signifiait qu'il y avait bien de l'eau stagnante à l'intérieur de cette structure. En bas à droite, vous avez un petit exemple des différents fragments de vase que nous avons pu récolter à l'intérieur de cette structure. Donc il faut savoir que tous ces éléments de céramique sont ensuite minutieusement inspectés par un céramologue et nous permettent de définir la période chronologique de l'utilisation de ce bassin et ensuite de son abandon. Donc nous verrons par la suite, dans cette conférence, le côté pluridisciplinaire de notre métier. Nous avons également réalisé plusieurs prélèvements de terre à l'intérieur de ce bassin afin d'effectuer plusieurs analyses en laboratoire effectuées par des spécialistes afin de déterminer la fonction de cette structure, de savoir s'il s'agissait plutôt d'un vivier pour poissons ou tout simplement une structure hydraulique permettant l'adduction d'eau et la récupération des eaux de ruissellement. Donc ce sont plusieurs analyses dans la phase de post-fouille, nous en parlerons un peu plus tard, qui permettent vraiment de comprendre. À proximité du bassin, nous avons découvert un grand bâtiment que vous voyez sur le cliché en haut à gauche, donc, qui faisait probablement plusieurs dizaines de mètres carrés de surface et qui est donc matérialisé par des murs en pierre qui présentent à peu près la même facture que le bassin. Donc sur le cliché en bas à droite, vous pouvez voir que les murs sont parfaitement conservés sur plusieurs assises et plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. Et à l'intérieur de ce bâtiment, donc vous pouvez voir sur les différents clichés, le niveau sombre qui marque l'intérieur de ce bâtiment et qui est en fait le niveau sur lequel vivaient les Romains. Donc dans ce sol que nous avons fouillé à la main, que vous voyez sur le cliché en haut à gauche, qui est la tache très sombre, donc dans ce sol, nous avons collecté des centaines de fragments de céramique, mais également plusieurs petits objets en métal ou en os, qui sont des objets de la vie quotidienne des Romains et qui nous permettent de retracer leurs habitudes à cette époque. Voici donc plusieurs exemples à travers ces clichés de poterie brisée sur place à l'intérieur ou à proximité du bâtiment. Donc vous pouvez voir plusieurs amphores cassés sur place et qui sont les témoins de vestiges de la vie domestique romaine, car il faut savoir que les amphores ou les doliums et autres vases étaient utilisés pour le stockage de denrées alimentaires ou d'huile par exemple. Et donc nous avons pu avoir la chance de fouiller ces vestiges en place à l'intérieur du bâtiment et qui reflètent vraiment la vie des Romains à cette époque. Encore une fois, ces céramiques sont très importantes pour nous puisqu'elles nous permettent là pour vraiment de dater ce bâtiment. Donc nous verrons par la suite, le céramologue va nous permettre d'avoir une fourchette chronologique très précise sur la période à laquelle a été occupé ce bâtiment. Autre découverte exceptionnelle sur ce site d'Èze, ce sont les vidanges de bûchers funéraires.
Donc vous pouvez le voir sur le cliché en haut à gauche, cette tache sombre charbonneuse. Il s'agit donc d'un bûcher funéraire, donc d'une vidange d'un bûcher funéraire qui a été déposé dans un trou. Donc il faut savoir que les Romains ont un rapport très étroit avec le monde des morts. Donc il y avait pour eux deux façons de traiter le défunt, donc l'inhumation ou la crémation. Ici nous sommes dans le second cas, donc le défunt a été brûlé sur un bûcher et les restes de ce bûcher ont été rejetés dans une fosse creusée dans la terre. Donc ici nous avons retrouvé deux de ces fosses où l'on retrouve plusieurs résidus de ce bûcher. Donc vous pouvez le voir sur les clichés de droite. Ce sont des fragments de vases en verre qui étaient déposés en offrande dans le bûcher et qui ont fondu et qui ont été rejetés ici, ainsi que des petits clous qui pourraient être des clous liés à l'ornement ou la parure ou des clous de chaussures. Et en bas à gauche, vous pouvez voir sur ce cliché, ce sont plusieurs os brûlés que l'on distingue parfaitement, notamment des os de crâne, et qui vont donc, encore une fois, ça rejoint le côté pluridisciplinaire de notre métier, qui vont être étudiés par un anthropologue. Donc il faut savoir que sur le site, ces vestiges ont été fouillés par un anthropologue selon un protocole très précis afin de pouvoir restituer les gestes et les pratiques funéraires des Romains. Ensuite, dans la phase d'après-fouille, de post-fouille, comme on dit, l'anthropologue va nettoyer et inspecter et peser chacun de ces os et ainsi pouvoir déterminer quel individu cela pourrait être, un homme ou une femme, et pourquoi pas déterminer son âge. Il y aura aussi le spécialiste du verre qui va intervenir euh, par rapport donc aux objets en verre fondu et déterminer une typologie et une chronologie pour chacun de ces éléments. Enfin, sur tout le site, nous avons mis au jour ce que l'on appelle des fosses. Donc, ce sont sur les clichés que vous pouvez voir, ces taches très sombres creusées dans le terrain naturel, dans la roche. Donc, les Romains creusaient ces excavations et rejetaient tous les déchets de la vie quotidienne. Ainsi, lorsque nous fouillons ces trous, nous retrouvons à l'intérieur des centaines de fragments de céramique, mais aussi plusieurs éléments qui traduisent la vie domestique des Romains. Donc ce sont tout un tas de petits objets de la vie quotidienne, des broches, des monnaies ou encore des épingles, et ce qui va nous permettre encore une fois de comprendre quel type de personnes et quelles étaient les personnes qui occupaient ce site à l'époque romaine. Alors la phase de terrain ne marque qu'une étape dans la compréhension d'un site archéologique. Que se passe-t-il après la fouille? L'archéologie est un métier pluridisciplinaire où plusieurs spécialistes, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, interviennent pour comprendre le site dans son ensemble. Ainsi, donc, comme nous en avons déjà parlé, un céramologue, un anthropologue, un spécialiste du verre ou du mobilier métallique, un archéozoologue qui va étudier les rejets alimentaires, donc les os d'animaux, ou encore un carpologue qui va étudier les graines carbonisées. Tous ces spécialistes vont interagir et étudier chacune dans leur champ de recherche les divers objets et artefacts qui les concernent et ainsi nous permettre de mieux comprendre le site dans son ensemble. Car à l'issue de la fouille, le responsable d'opération doit rendre un rapport à l'État contenant tous les résultats scientifiques. Donc le responsable d'opération dispose de 2 ans maximum pour rendre son rapport. Donc afin de produire ce rapport, plusieurs étapes sont indispensables lors de la phase de post-fouille. L'une des étapes de cette phase de post-fouille est le dessin des vestiges sur un logiciel de vectorisation. Donc vous avez l'exemple typique ici sur cette diapositive avec à gauche une vue aérienne du bassin et du fossé d'évacuation des eaux et à droite le dessin sur ordinateur de ce même bassin. Donc grâce à une vue aérienne réalisée au drone, nous avons pu nous redessinons le bassin ici et nous le faisons pour tous les vestiges que nous mettons au jour.
Soit nous les dessinons directement sur le terrain quand nous avons le temps et la possibilité de le faire, soit nous le faisons lors de la phase donc dite de post-fouille, d'après-fouille. Nous le redessinons sur ordinateur comme vous en avez l'exemple ici. Et cela nous permet après d'établir plusieurs plans généraux de l'ensemble du site et ainsi cela permet de produire le rapport de fouille. Autre étape essentielle dans la phase de post-fouille, il s'agit du lavage de tout le mobilier, de toutes les artefacts que nous mettons, que nous collectons lors de la phase de fouille. Donc, pour exemple, actuellement sur le chantier d'Aise, nous avons mis au jour plus de 7000 fragments de céramique. Donc ici, vous avez plusieurs clichés qui permettent de donner une petite impression de tout ce que nous avons découvert. Et donc ces vestiges sont soigneusement lavés à la main, un par un, pour ensuite sécher sur des portants et ensuite aller directement dans le bureau de notre céramologue qui va ensuite les étudier, déterminer leur typologie, faire des comparaisons régionales et extra-régionales pour ensuite avoir une datation précise du site et de chacun des vestiges. Car ce qui est important, c'est de comprendre le site dans son ensemble, c'est-à-dire son occupation, les différentes phases qui se sont superposées, et car il faut savoir que le site, les vestiges que je viens de vous présenter, ne sont probablement pas tous contemporains, et c'est la céramique qui nous permet de dater chacun d'eux. Voilà, vous venez donc de voir les différentes étapes qui rythment un chantier de fouille archéologique et également l'après-fouille, la phase de post-fouille. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ce sont que quelques étapes qui rythment toute une opération. Comme je vous l'avais expliqué, nous n'en sommes qu'à la moitié actuellement. Nous n'avons pas effectué toute l'intervention. Il nous reste environ 800 mètres carrés à fouiller, soit un peu plus de 5 semaines d'intervention, toujours à 6 archéologues. Et par la suite, nous rentrerons définitivement en phase de post-fouille afin de comprendre et d'analyser le site dans son ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous en avez un peu plus appris sur la réalisation d'un chantier de fouille préventive avec ce cas concret. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et peut-être à bientôt.